Avec ses steppes et ses hautes montagnes, le Kazakhstan offre le spectacle d'une nature sauvage et des paysages aux multiples facettes. Sa culture et son peuple reflètent aussi une incroyable variété, héritage de son histoire tumultueuse depuis la route de la soie jusqu'à l'ex-Union soviétique. Mélange éclectique de tribus, de pays entre les montagnes de l'Altaï et les rives de la Volga, les Kazakhs ont l'habitude d'accueillir des étrangers qui ne manqueront pas d'être surpris par les beautés cachées du 9e plus grand pays au monde. Même si les trains ont remplacé les chameaux, les anciennes routes de la soie restent dans les mémoires. Capitale des seigneurs Ran kazakhs, Tourkestan en est l'une des grandes étapes du sud-ouest du pays. Sur la place de la gare trône la statue d'Abalai Ran, figure légendaire de l'histoire mouvementée de cette région et héros de la lutte contre Russes et Chinois au XVIIIe siècle. Le bazar reste le centre névralgique de tous les échanges. Dans le temps, c'était là que les marchands venus de Chine négociaient une partie de leurs précieuses cargaisons destinées à l'Europe. Un bazar est organisé par secteur. Les fruits et légumes sont les plus rapidement accessibles. Ils viennent d'une région plus au sud, idéalement irriguée par les montagnes du Talaskii Altao, dont la fonte des neiges se prolonge tard dans l'été. Omniprésents autour des bazars, les chachliks sont des brochettes qui grillent sur les braises à longueur de journée. On les arrose d'ouksou, le vinaigre où marinent quelques légumes et gousses d'ail. On s'y détend tout en dégustant sur le pouce des samsa, ces pains fourrés de viande et cuits sur la paroi des fours. Ce magnifique mausolée est celui d'Akhmiyet Yazaoui, le premier grand sage musulman du monde turc. Ces murs reflètent les multiples influences historiques qui ont marqué le Kazakhstan. Édifiée au XIVe siècle, la décoration a d'abord été d'influence zoroastrienne, avec des artistes venus d'Iran. Actuellement en cours de rénovation, la majeure partie des céramiques sont d'époque. La façade principale est restée privée des faïences initialement prévues. Son architecte, Timour, étant mort avant la fin des travaux. Les poutres qui servaient d'échafaudage sont d'époque. Elles ont survécu aux spectaculaires écarts de température que connaît la région, 40 voire 45 degrés l'été et jusqu'à moins 30 l'hiver. Les personnes en tenue blanche sont des pèlerins. Le mausolée fait partie des 3 lieux saints composant un pèlerinage dont l'accomplissement, selon la coutume locale, serait équivalent à un pèlerinage à la Mecque. Ils affluent donc de tout le pays par train ou par car. Légèrement en retrait du mausolée, la Jouma, la mosquée du vendredi. Elle est proche de la cellule souterraine où s'était retiré Yazaoui à l'âge de 63 ans après avoir fondé l'ordre soufi Yazaoui. Les chameaux des caravanes n'ont pas complètement disparu. Ils sont utilisés à différents travaux domestiques. Le lait des chamelles sert aussi à fabriquer le chouba, un lait fermenté très prisé. Au milieu de la steppe brûlante, dans la vallée du Sour Daria, à une dizaine de kilomètres de Tourkestan, se trouvent les vestiges de Saouran, l'une des grandes étapes de la route de la soie. Bien approvisionnée en eau, la cité était appréciée des marchands qui s'y arrêtaient plusieurs jours, notamment pendant l'été.
Elle a été habitée jusqu'au XVIIIe siècle. En continuant vers le sud à travers l'immense steppe, on arrive sur Otrar, la seconde étape du pèlerinage avec le mausolée d'Aristan Bab qui était le mentor de Yazawi. La gauche de l'édifice abrite le tombeau d'Aristan Bab, où les fidèles viennent se recueillir. La partie droite du mausolée est occupée par une mosquée décorée avec du bois. Yazawi était d'origine turque, ce qui explique pourquoi beaucoup de visiteurs sont turcs, mais aussi la contribution de la Turquie à la rénovation et à l'entretien des 3 étapes du pèlerinage kazakh. Plus au sud, vers Chimkent, la cité aujourd'hui disparue d'Otrar est l'un des hauts lieux de ce patrimoine historique que le Kazakhstan redécouvre et commence à mettre en valeur. Cette grande oasis, irriguée par le Sourdania, fut rasée en 1218 par les troupes mongoles de Gengis Khan après que son gouverneur eut la malencontreuse idée d'en tuer les envoyés. Otrar a inspiré Kandibai, un artiste vivant à proximité de Chimkent, la grande étape du sud. Dans le sous-sol de sa maison, celui-ci a construit de ses mains un réseau de pièces souterraines avec des salles de méditation, de prière. À l'étage, une pièce dédiée à la musique dont il a fabriqué lui-même tous les instruments traditionnels. Cette flûte en terre cuite est une sacernaille, utilisée par les bergers. Mais son bijou, c'est ce kobiz, muni de cordes en crin de cheval. Chimkent est resté le carrefour des routes du Sud. C'était une étape mineure de la route de la soie lorsqu'elle fut rasée par les Mongols. Elle fut ensuite reprise par le Khanat de Kokand, avant que les Russes ne l'occupent à leur tour et la reconstruisent entièrement. Aujourd'hui, c'est une ville moderne, adossée aux montagnes de Talaski à Latao. À l'extérieur de la ville, le pèlerin achève son périple avec Saïram, et le dernier mausolée qu'il se doit de visiter est celui de Karachachana, la mère de Yazawi. Car si le maître soufi a vécu à Turkestan, il est né à Saïram. La diversité ethnique et religieuse de la population est une constante dans tout le Kazakhstan. Si dans le sud on pratique plutôt un islam modéré, à l'est et dans le nord, l'église orthodoxe est bien présente. Le mausolée du père, Ibrahim Ata, s'offre également à la dévotion du pèlerin. كذلك يبين الله آياته للناس لعلكم يتقون. En s'échappant de la ville vers l'extrémité est de la chaîne du Tian Shan, on gagne le parc d'Aksu-Zabagli. À 1500 mètres d'altitude, ces villages de moyenne montagne profitent de la belle saison après 6 rudes mois d'hiver.
À Irzu, le mode de vie reste traditionnel et le samovar, qui sert à la préparation du thé, fume en permanence dans la cour. Ici, toute la famille est occupée à préparer le kourt, un fromage de vache sec que l'on roule longtemps entre ses mains. Il se transporte facilement et se conserve longtemps. L'intérieur des habitations est plutôt douillet. L'hiver, on multiplie les couches de tapis et de couvertures pour se protéger du froid. Les bousses de vache restent le combustible de base, notamment pour alimenter le four à pain. Le koumis, la boisson traditionnelle de l'Asie centrale, est un lait de jument fermenté dont les origines remontent à la plus haute antiquité, aux confins du Tibet et des provinces tartares. Durant la période de lactation, la jument doit être traite toutes les 2 heures. Et la fermentation commence déjà au bout de 2 heures. À la tombée de la nuit, l'agitation renaît aux abords des villages. Les troupeaux de bétail gagnent peu à peu les fermes. Le nomadisme n'existe quasiment plus dans cette région. Certains fermiers perpétuent malgré tout ce rythme hérité du passé, passant avec leurs troupeaux des plateaux d'estivage en altitude aux plaines pour l'hivernage. Grâce à leurs grandes plaines alpines idéales pour l'élevage, ces villages ont pu assurer leur autonomie alimentaire. Un peu plus haut, le spectaculaire canyon d'Aksu trace un sillon minéral entre les montagnes. Il a été creusé par la rivière Aksu, qui marque l'entrée dans l'une des toutes premières réserves naturelles créées dans le monde, puisqu'elle a été inaugurée en 1926. Svetlana est biologiste et connaît les moindres recoins de l'endroit, car elle s'occupe d'une association pour un écotourisme respectueux du parc. Dans cette réserve, il y a quelques animaux rares qui y vivent, tels que des ours bruns, des léopards des neiges. Ils sont rares aussi pour des raisons écologiques. Ils sont au sommet de la pyramide. Ils ne peuvent pas être plus nombreux parce qu'ils sont des prédateurs. Le Kazakhstan s'ouvre peu à peu au tourisme vert, et cette région possède indéniablement des arguments pour attirer les amateurs de nature sauvage et de grands espaces. En longeant vers l'est la chaîne de montagnes du Tian Shan, on arrive à Almaty, la capitale économique du pays, une ville moderne en plein développement. Il n'y a guère que le nom de certains centres commerciaux pour rappeler que c'était une étape essentielle de la route de la soie. Autrefois connu sous le nom d'Alma-Ata, c'est à Almaty où l'on perçoit le passé récent de cette ancienne république soviétique qui a accédé à l'indépendance en 1991 et bénéficie depuis d'un indéniable boom économique lié en grande partie au pétrole. Bâtie en 1999, la mosquée centrale dispute avec celle de Pavlodar le titre de la plus vaste du pays. En marbre blanc, elle peut contenir jusqu'à 3000 personnes. Les Kazakhs sont majoritairement musulmans sunnites. Sur chaque visage, on peut distinguer tout ce qui fait la variété et la richesse du pays. Un brassage culturel sans heurts, avec pour les musulmans une double origine turque et mongole.
Érigée en 1909, la cathédrale Saint-Nicolas est, elle, fréquentée par la population d'origine russe. L'église a longtemps servi d'écurie à la garde bolchevique avant de redevenir un lieu de culte en 1980. À l'intérieur, ces icônes semblent sorties tout droit de la Russie éternelle. Almaty est une ville en mouvement et en mutation depuis que la capitale a été transférée à Astana. Elle est restée une plaque tournante pour tous les pays de l'Asie centrale, et en particulier le Kirghizstan, qui n'est qu'à une trentaine de kilomètres. Ainsi, au parc Pamphilov, une flamme éternelle rend hommage aux victimes de la guerre civile, qui a suivi la révolution de 1917, ainsi qu'à celle de la Seconde Guerre mondiale. Le parc abrite également un mémorial de la victoire dédié aux 28 soldats de la division Pamphilov qui ont à eux seuls stoppé l'avance des chars allemands en route vers Moscou. À quelques pas, la cathédrale Zinkov est entièrement construite en bois. Il n'y aurait eu aucun clou utilisé pour sa construction, mais uniquement des chevilles en bois. C'est l'un des derniers bâtiments de l'époque tsariste subsistant à Almaty. Le bazar Zibiek Zola conserve une place importante. En dépit des centres commerciaux modernes, les habitants d'Almaty restent attachés à cette forme de commerce traditionnel. La partie dédiée à la viande occupe plus de la moitié de la halle aux produits frais. Chaque allée correspond à une spécialité et à un type de viande. Les fruits secs sont aussi recherchés. La région produit notamment de savoureux abricots secs. Le bazar est une véritable plongée dans l'Asie centrale, où se mêlent différentes nationalités. C'est un lointain héritier du mythique courant commercial issu de la route de la soie. Cette proximité entre les commerçants entraîne une compétition permanente entre eux et il faut sans cesse séduire le client. L'imposant musée national abrite plusieurs collections historiques, dont celle de l'Homme d'Or récemment découverte. Le trésor Zalaoulé nous ramène entre le 7e et le 8e siècle avant Jésus-Christ. Ces colliers et bijoux d'apparat ont été mis à jour en 1988 près d'Almaty. Ils étaient utilisés pour des cérémonies par les tribus Saka qui se partageaient alors l'Asie centrale avec les Scythes. Les artisans Saka excellaient dans la confection complexe de ces bijoux souvent sertis de pierres précieuses. Le Kazakhstan reste attaché à son histoire et à son patrimoine, et si la chasse à l'aigle se fait de plus en plus rare, elle contient des éléments forts de la culture kazakhe, le cheval et l'aigle. Elle est pratiquée en général l'hiver. Après avoir fondu sur sa proie, qu'il a repérée à plusieurs centaines de mètres, l'aigle est capable de l'immobiliser dans ses serres, qu'il s'agisse d'un renard ou même d'un loup. Au pied des montagnes du Tian Shan, à l'extérieur d'Almaty, Pavline perpétue dans sa ferme cette tradition d'élevage de rapaces chasseurs, où le faucon et l'épervier tiennent aussi une place de choix.
Le Tian Shan est une chaîne de montagnes qui s'étend sur plus de 3000 km en Asie centrale. À quelques kilomètres d'Almaty se trouve la station de ski de Chumbu-Lak, hôte des Jeux asiatiques d'hiver et symbole de l'ouverture du pays sur le reste du continent. Barrière naturelle, le massif du Tian Shan occupe tout le sud du pays et domine le lac Kapchagai qui nous emmène vers le parc national d'Aitin Emel. Ici encore, l'histoire vient nous rappeler l'occupation très ancienne de ces régions, comme en témoignent les pétroglyphes de Tamgali. On estime à 5000 ces fresques datant de l'âge de bronze. Depuis environ 1000 ans, les nomades y pratiquent leurs rites. Plus à l'est, les tombes de Saki nous ramènent à une époque plus récente, lorsque la reine Tomiris repoussa le roi de Perse, Cyrus, en 350 avant Jésus-Christ. Au loin dans la chaleur, on arrive à distinguer des ânes sauvages d'Asie centrale. Spectacle précieux du fait de leur raréfaction. En plein milieu de la steppe, une curiosité géologique nous propulse dans un incongru désert de sable de quelques kilomètres carrés, avec des dunes de près de 300 mètres de haut. Chargé de sédiments glanés durant sa traversée de la steppe, le vent s'est trouvé bloqué ici par des hauteurs et y a déposé du sable pendant des millénaires. Une des caractéristiques de ce sable est d'émettre un chuintement sourd lorsque l'on marche dans les dunes. C'est pourquoi l'endroit est surnommé les dunes chantantes. Pour le voyageur, ces étendues apparaissent sans fin, occupées par la steppe et bordées de montagnes. Ici aussi, le nomadisme a décliné depuis l'ère stalinienne, mais de nombreuses familles restent encore attachées à ce mode de vie. Seuls les grands-parents vivent encore dans cette yourte. Les enfants et petits-enfants ont désormais une maison au village. Le grand-père est berger plus bas dans la vallée. Il passe sa journée à cheval à surveiller son troupeau de chèvres. Les yourtes sont conçues pour être remarquablement bien ventilées et protégées du froid vif de l'hiver. La steppe peut sembler monocorde, mais elle peut réserver des surprises, comme ces montagnes rouges et blanches qui surgissent soudain à l'horizon. Ce petit massif, appelé Aktaou, aurait 400 millions d'années et s'étire sur 30 km. Les scientifiques y ont notamment retrouvé des fossiles de rhinocéros. Les parties blanches sont calcaires et ont été facilement sculptées par la pluie, la neige et le vent. Les parties rougeâtres contiennent du fer, et c'est l'oxydation qui génère cette palette de couleurs. Lorsque la steppe reprend le dessus, les villages apparaissent comme des oasis où le voyageur peut trouver de la fraîcheur, de quoi se ravitailler et se reposer. En reprenant la route plus au sud, une autre curiosité géologique propose un paysage étonnant. En dévalant du massif des Tian Shan, la rivière Sharin a creusé un canyon de 150 à 300 mètres de profondeur au beau milieu des steppes. L'érosion a ensuite façonné dans la roche argileuse toutes sortes de formations étranges et colorées, surtout sur une partie que l'on a surnommée la vallée des châteaux. Lorsque les orages sont fréquents, il n'est pas rare de voir une bonne partie du canyon envahie par les flots. Pour l'heure, cette roche rouge offre un contraste surprenant avec les longues étendues de la steppe et la rivière Sharin coule sagement dans son lit.
Il est temps maintenant de quitter le sud du pays pour aller aux abords d'une autre grande chaîne de montagnes à l'est, vers l'Altaï. L'Irtych apporte un peu de fraîcheur à Oskemén, la ville principale de la région. La chaleur est étouffante, plus de 37 degrés, alors qu'il y a encore quelques semaines, l'hiver entraînait les températures vers des moins 35, voire moins 40 degrés. L'endroit est une ancienne zone stratégique de l'ex-URSS. C'était aussi un centre minier et métallurgique de premier ordre. Une influence russe que l'on retrouve dans l'architecture et les espaces de la ville. La place de l'hôtel de ville paraît démesurée sous l'œil d'un héros de la nation, Abay Kunanbaev. Élevé dans la double culture russe et kazakh, celui-ci a beaucoup œuvré pour la littérature et l'identité kazakh. Créée en 1720 avec l'édification d'un fort russe, la ville s'appelait à l'époque Oust-Kamenogorsk. Outre ses ressources agricoles, c'est une cité minière qui a attiré beaucoup de Russes et d'Ukrainiens venus travailler dans les mines. Le parc Kirov n'est pas uniquement une parenthèse verte dans cette ville plutôt industrielle. C'est là que se trouvent les plus anciennes maisons d'Oskemén. Que ce soit l'ancien théâtre minutieusement restauré, ou les œuvres d'art disséminées parmi de vieilles machines agricoles, il règne ici un parfum suranné, et le temps semble s'être figé. Les maisons traditionnelles dans ces régions se doivent d'être étanches aussi bien au blizzard glacial soufflant de Mongolie qu'aux chaleurs accablantes de l'été. L'intérieur est souvent une curieuse combinaison de maisons de trappeurs mêlées d'effluves russes de l'époque du tsar. À la sortie de la ville, les premiers reliefs de l'Altaï constituent d'immenses réserves naturelles que le printemps met particulièrement en valeur. Des pavillons de chasse alternent avec quelques fermes, mais l'impression générale est que l'homme y est peu présent. Un fait confirmé par les chiffres pour l'ensemble d'un pays 6 fois plus grand que la France, mais peuplé de seulement 16 millions d'habitants. Dans le village de Bichtroucha, on attend la fraîcheur du soir avec impatience. Des villages où les hommes sont souvent absents. Cette vieille dame a passé toute sa vie dans cette maison en bois en traversant l'histoire, sans que rien ne change vraiment dans son quotidien. Son potager est impeccable. Elle y passe chaque jour de longues heures. Nous sommes à une trentaine de kilomètres d'Oskemén, dans le village de Vinaye. Dès le matin, on voit arriver de partout des villageois des environs pour assister à un événement annuel incontournable, les championnats régionaux des sports traditionnels. Si le cheval est ancré dans la culture kazakh, ici dans ces montagnes et ces vallées, c'est un mode de vie, une présence de tous les instants. L'une des épreuves les plus attendues est la baïga, une course qui peut aller jusqu'à 20 km autour d'une piste poussiéreuse où de jeunes garçons montent à cru des chevaux dont certains sont des Akal Teke, la légendaire lignée d'Asie centrale.
La tension perceptible dans les tribunes est à la hauteur du prestige que peut en retirer une famille, voire une région, en remportant cette course. Les plus jeunes doivent patienter d'avoir l'âge minimum. En attendant, ils s'entraînent au Kumishalou, une épreuve d'adresse consistant à ramasser le plus vite possible des foulards posés sur la piste. Quelques chutes viennent confirmer que la facilité de certains pour ce genre d'acrobatie peut être trompeuse. Très suivi aussi, la Kizkou, ce cours en costume traditionnel. Le public adore surtout lorsque des femmes donnent la leçon aux hommes. Le principe consiste pour une cavalière à partir une vingtaine de mètres devant le cavalier. Celui-ci doit tenter de la rattraper pour lui faire une bise. Au retour, c'est l'inverse et c'est l'homme qui part devant. C'est facile à suivre. Certaines cavalières, comme Irina, sont redoutables et possèdent la bonne combinaison cheval-cavalier de talent pour tenir tête aux hommes et les surpasser. À ce niveau, elles s'entraînent toutes de manière régulière, comme Dasenbaeva, qui remporte l'épreuve. Je vis à Kazobak. Je vais régulièrement à l'hippodrome où je m'entraîne à la course. C'est un sport dur, plutôt pour les hommes. Mais j'aime les défis et je bats des hommes. Chaque vallée, chaque région a dressé une yourte à l'arrière du champ de course. Une façon de perpétuer des traditions confrontées à la mondialisation et une histoire qui s'accélère. À l'intérieur des yourtes, c'est un spectacle. Richement décoré, les hôtes rivalisent dans les mets de leur région qu'elles proposent. Point commun à toutes, le besh barmak, le ragoût de cheval. La nourriture est en général très riche et adaptée aux conditions hivernales, lorsque la température descend bien en dessous des moins 30 degrés et que la neige recouvre les vallées pendant de longs mois. Il est temps de regagner l'hippodrome pour suivre le coq-part.
un jeu équestre cousin du célèbre bouzkashi afghan. Une carcasse de chèvre fait office de ballon, l'objectif étant de marquer un but en atteignant un cylindre en pierre dans le camp adverse. Porter 25 kilos à bout de bras et réussir à les caler sur sa monture demande déjà de la dextérité et de la force. Mais lorsqu'en plus il faut subir les assauts musclés des chevaux adverses, cela se transforme vite en sport de contact plutôt viril. Marquer un point nécessite parfois de longues minutes de préparation, d'intimidation et de manœuvre pour approcher la zone de but. Le coq-part semble en définitive plus proche du rugby que du polo, et si ces joueurs sont respectés et admirés, leur monture devrait être aussi largement félicitée. Nous sommes pratiquement au centre du Kazakhstan, à Astana, la nouvelle capitale du pays depuis 1997. Le président Nazarbayev a souhaité créer ici une ville moderne. Sortie en quelques années du désert, Astana possède de nombreux bâtiments originaux, comme cette immense yourte, le Khan Chatriye. Elle va abriter un centre commercial et des salles de spectacle. L'endroit était à l'origine une petite ville typique de l'ancienne URSS, dénommée Akmola, dont il ne reste que ce vieux quartier plutôt morne et monotone. En 1997, le président Nazarbayev décide donc le transfert à Akmola et la rebaptise Astana, qui veut dire capitale en kazakh. Aujourd'hui, la nouvelle ville progresse sur les rives sud de l'Esil. Comme à Brasilia à l'époque, les architectes redoublent d'audace avec plusieurs bâtiments aux allures futuristes. Dans le centre, le parc sur les rives de l'Esil est un lieu calme et plus frais l'été, qui attire toujours beaucoup de monde. C'est un des lieux favoris de l'Orchestre national pour répéter ses concerts. La ville est chargée de symboles. Ainsi, la tour Bayterek se veut le reflet d'une légende kazakh selon laquelle Samrouk, un oiseau mythique, pondit un œuf d'or contenant les secrets du désir et du bonheur. Le nouveau palais présidentiel est lui aussi impressionnant. Les tours sont occupées par de grands groupes industriels ou encore, ici, par le ministère des Énergies et du Pétrole. Hier encore invisibles, ces jeunes yuppies sont les enfants d'une croissance frénétique que l'on doit au pétrole, dont le pays est un grand producteur et exportateur avec ses gisements de la mer Caspienne. Les travaux sont loin d'être terminés. Ils doivent être achevés pour 2030, date à laquelle Astana devrait être l'une des grandes métropoles d'Asie centrale. On
on retrouve régulièrement les symboles du pays, comme l'aigle au fait de ce sceptre géant. Baptisé Palais de la Paix et de l'Harmonie, le Palais des Congrès est un lieu magnifique et original signé Norman Foster. Son intérieur futuriste veut inviter au calme et à la sérénité. Même le cirque est abrité dans un bâtiment original. Si Astana compte aujourd'hui 700 000 habitants, la récente création d'une université internationale alliée au boom économique devrait lui permettre d'atteindre le million d'ici une dizaine d'années. En reprenant la route de la steppe vers l'ouest, nous voici dans le village de Korgalzin, qui doit sa renommée à sa situation dans un parc naturel protégé en raison d'un écosystème très particulier. En effet, le parc abrite plusieurs lacs salés et c'est l'habitat privilégié pour plus de 300 espèces d'animaux. Les marmottes, qui prennent l'air en fin de journée, semblent également friandes du lieu. Au-delà des modifications du climat à l'échelle mondiale, la région connaît des cycles réguliers. Actuellement, il s'agit d'une période sèche avec une baisse sensible des précipitations entraînant une élévation de la salinité de l'eau à plus de 250 grammes par litre. Sur le plan ornithologique, c'est une réserve de tout premier plan, avec des populations d'oies sauvages en nombre. Mais les flamants roses qui ont fait la réputation des lieux attendent sans doute que l'eau revienne et avec elle, une baisse de la salinité. La grue de Sibérie est une espèce endémique. Très protégée, elle semble apprécier les environs de Korgalzin, qui est l'un des rares endroits au Kazakhstan où on la trouve. Chouettes, rapaces, c'est un paradis. Mais ce sont les pélicans qui se font le plus remarquer. 20% des pélicans de type crispus vivent au Kazakhstan, avec une forte concentration dans les environs de Korgalzin. Au village, Bibi Nour tient une petite maison d'hôte. Elle s'affaire devant le feu avec deux plats nationaux. D'abord, les beignets de pain, les borzaks, que l'on cuit dans de l'huile. Et puis, bien entendu, le beshbarmak, ce ragoût qu'elle va ensuite recouvrir de feuilles de pâte. Le cheval kazakh est de plus en plus rare à l'état sauvage.
Les troupeaux que l'on croise dans la steppe, ici à Korgalzine, sont considérés comme semi-sauvages. Pour finir notre périple dans ce pays immense, il était indispensable d'aller dans le nord, vers la frontière russe, à Borovoï. Surnommée la Suisse kazakh, Borovoï est composée d'une succession de lacs. Les collines plutôt que les montagnes sont recouvertes de forêts de pins et de bouleaux. Autour du lac, plusieurs maisons préparent du peled, un poisson d'eau douce fumé que l'on déguste le soir avec de la bière. Après avoir été séché pendant 2 jours au sel, il est passé pendant 50 minutes dans un fumoir. La plus grande partie des lacs sont situés dans le territoire du parc national de Burabay. Le Bolshoé Chebachié est le second en taille et possède plusieurs petits lacs satellites, protégés eux aussi depuis l'extension du parc en 2000. Ce qui a fait la réputation de Borovoï, ce sont ces immenses forêts de pins dans un pays où la steppe recouvre la majeure partie du territoire. Cette région apparaît vraiment comme un havre de paix et de fraîcheur. L'autre comparaison que l'on peut faire avec la Suisse, c'est la présence de nombreuses fermes en bois. Dans le village de Vorobievka, en plus de l'élevage de moutons et de vaches, on cultive aussi fruits et légumes pendant l'été. La neige l'hiver recouvre la majeure partie de la région. À la tombée de la nuit, les sous-bois s'animent et les animaux sauvages sortent. La perdrix, a priori, n'a rien à craindre. La réserve est surveillée, même si quelques braconniers essayent de profiter des richesses des sous-bois. Les biches et les daims sont de corpulence solide. Ils perdent tout juste leur pelage d'hiver. Borovoï a développé un élevage de cerfs et de rennes, les marals, pour leurs bois qui viennent d'être sciés et utilisés dans des concoctions à destination de l'Extrême-Orient, où l'on est persuadé que ces cornes ont des vertus énergisantes. Ces contrastes, ces extrêmes, dans ce que la nature a parfois de plus sauvage, c'est ce qui fait le visage du Kazakhstan, carrefour des peuples et des civilisations au cœur de l'Asie centrale. Seni